Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette réunion d'information, ce webinaire organisé par la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, sur Erasmus+. On organise cette réunion à la FAS pour vraiment encourager les acteurs de notre réseau, donc les acteurs du réseau de l'éducation de l'ESS, mais plus particulièrement travaillant dans l'action sociale, secteur de la solidarité, l'hébergement, le logement, l'insertion par l'activité économique, à vous emparer d'Erasmus+, qui est un programme européen dédié à tous à toutes. Vous allez en savoir plus tout de suite, mais notamment qui peut vraiment être très intéressant pour les équipes professionnelles, les équipes bénévoles, mais aussi les personnes accompagnées de vos structures. À titre d'exemple, enfin, moi j'ai l'impression qu'on s'en sert pas assez en France. Là, pour la petite anecdote, après je laisse la parole aux collègues, à nos partenaires d'Erasmus+, mais je reviens d'un forum européen sur la lutte contre le sans-abrisme à Athènes, où il y avait beaucoup de pays européens qui étaient là. Et dans plusieurs pays européens, c'est vraiment une habitude dans les manières de manager et enfin, il y a vraiment une utilisation d'Erasmus+ pour encourager leurs travailleurs sociaux à aller voir ce qui se passe dans d'autres pays européens. J'ai un exemple tout bête, c'est qu'il y avait une personne qui est venue à ce forum qui était voilà, elle parlait pas forcément anglais. Elle a vraiment été encouragée par sa manageuse à venir dans cette optique de se frotter à d'autres manières de travailler, voir comment prendre en main tel sujet selon d'autres points de vue européens. Et enfin, voilà, il n'y avait pas de barrière. Elle a vraiment été encouragée par sa chef de service à voyager. Elle va refaire un autre voyage pour aller mieux découvrir comment les Français accompagnent les personnes sans papier, par exemple. Donc, je trouve ça assez formidable comment les autres pays européens s'en servent et je pense qu'on peut aussi le faire en France. Donc, c'est aussi pour ça qu'on organise cette réunion. Je veux vraiment remercier l'agence Erasmus+, qui nous accompagne là-dedans depuis quelques années et je laisse la parole à Israël et Estelle. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Tiffany et puis merci à la Fédération des acteurs de la solidarité d'organiser ce webinaire. On sait que tous derrière vos écrans, vous avez des sujets au quotidien très décisifs à traiter et c'est une chance en fait que vous nous accordiez ce petit moment. Alors, nous sommes Israël Mendes et Estelle Duprat. Nous travaillons à l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand nom? En fait, il y a 2 agences, en France qui assurent la gestion, des fonds européens pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il y en a une à Paris, qui s'occupe principalement des fonds dédiés à la jeunesse, au sport, mais aussi à la gestion du programme européen, Corps européen de solidarité, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et puis, il y a l'agence de Bordeaux, c'est souvent comme ça qu'on nous appelle, parce que vous avez eu un Erasmus+ France Éducation Formation, c'est long à dire. Nous, on le dit très bien, mais c'est très long. Donc, on est l'agence de Bordeaux et nous nous occupons des fonds dédiés, donc des fonds européens dédiés à l'éducation et la formation, c'est-à-dire pour tous les autres moments de la vie que quand on est jeune. Voilà. Alors, les 3 missions principales des agences, ce sont de faire connaître les différentes opportunités d'Erasmus+, sélectionner et accompagner la gestion des projets financés par le programme et puis de vérifier la bonne utilisation des fonds et valoriser les résultats des financements. Donc, vous voyez, on a 3 grosses missions qui, en fait, couvrent toute la vie des projets. On vous accompagne, sur la demande de financement, le montage de projet, mais on vous suit aussi quand vous êtes financé, ça c'est important à savoir parce que souvent c'est rassurant de savoir que vous n'êtes pas tout seul quand le projet est financé. Et bon, et on arrive aussi à la fin pour vous dire, ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Voilà, on essaie de voir avec vous comment on peut améliorer les choses. Et voilà, c'est donc tout au long de la vie du projet que les agences sont auprès de vous. Alors Israël et moi, on travaille donc à l'agence de Bordeaux au sein du département promotion d'Erasmus+, plus spécifiquement pour faire connaître les opportunités de financement du programme et auprès de tous les acteurs qui ne sont pas dans l'éducation formelle. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de découvrir où
de vous rappeler, si vous avez déjà entendu parler d'Erasmus, eh bien, pourquoi? Bah, aux côtés de Tiphaine, on vient vers vous, lors du congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité, quand on est là aussi aux Journées du travail social. On était là en septembre dernier. On vous tag sur les réseaux sociaux, eh bien parce qu'en tant qu'acteur du travail social, vous pouvez utiliser le programme Erasmus+ comme un outil au service de vos activités. Et ça, c'est important. C'est une des premières notions à retenir de ce webinaire, c'est qu'en fait, Erasmus vient en tant qu'outil de vos travaux du quotidien. Voilà, premier type. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on aime bien déconstruire quelques idées reçues. La première, en général, c'est que Erasmus+ ne concerne pas que les étudiants, mais si vous êtes derrière votre écran aujourd'hui, c'est que vous le savez déjà, donc ça en passe. Je ne parle pas anglais, donc je ne suis pas en capacité de monter un projet européen ou de travailler avec des partenaires européens. Tiffen vient juste d'en parler et de dire: «Ah, on a une salariée qui a été poussée un peu par son encadrement pour y aller, même si elle, avait pas un niveau C2, d'anglais». Eh bien oui, en fait, sachez que c'est plus une peur qu'un obstacle, le fait de ne pas maîtriser les langues étrangères, parfaitement. En tant que Français, souvent d'ailleurs, parce que les autres, collègues européens, bah, se posent peut-être moins la question. Ils y vont. En tout cas, c'est une peur et pas un obstacle parce que vous nous dites, quand vous portez des projets, que, bah, au départ, c'était un frein et puis que finalement, il y a des outils de traduction qui vous aident, que souvent le langage que vous utilisez dans vos projets, bah, c'est le langage le langage professionnel et que ce langage professionnel, bah, vous comprenez très bien entre vous. Alors oui, c'est pas, un anglais parfait, c'est peut-être pas des échanges parfaits, mais les compétences, vous les avez, vous les partagez avec vos collègues et vous vous comprenez très bien sur le terrain. Et puis, la dernière chose, c'est aussi de se dire qu'avec Erasmus+, vous pouvez aussi monter des projets avec des partenaires francophones. Voilà, ça peut aussi faciliter les choses et on va le voir ensemble. Hem Lorsqu'on pense fonds européens, on se dit aussi s'investir, bah, dans un projet européen, c'est plus d'efforts que de bénéfices pour nos petites structures, déjà surchargées de travail. Ça coûte cher, et là, souvent, en fait, c'est une idée, enfin, en tout cas, ça vient d'une expérience des fonds structurels que vous avez déjà. Qui parle en fait. Justifier le moindre euro dépensé, recevoir la subvention, après avoir rendu son rapport final. Souvent, ça, c'est ce qu'on entend après la fin du projet. Ça met les structures ça peut mettre les structures en difficulté, donc du coup, on n'a pas envie d'y aller. Sachez qu'Erasmus+ fonctionne de manière complètement différente et ça, on va vous en parler aussi. Et puis, quant à mettre de l'énergie, du temps dans un projet qui, à la base, est pas une de vos missions quotidiennes, c'est aussi une question de stratégie. Et ce webinaire, va vous aider, à y voir plus clair, et notamment, grâce aux interventions, bah, de Marilène et de Tiffaine, qui vont vous parler des projets qu'elles mènent et de pourquoi elles se sont lancées dans Erasmus+. Alors pour vous aider à savoir si oui ou non ça vaut le coup pour vous de monter un projet, Erasmus+, d'aller jusqu'à la demande de financement et bah, de vous lancer. Il y a un passage obligé quand même et là, c'est Israël et moi qui prenons la main et qui prenons le mauvais rôle en fait, de vous donner la théorie du programme. C'est comprendre les objectifs d'Erasmus+ et son fonctionnement, pour vous permettre de décider si vous y allez ou pas et pour vous permettre, si vous y allez, de, commencer à travailler votre demande de financement dans les meilleures conditions possibles et d'éviter de perdre un temps précieux. Donc premier point de notre webinaire, qu'est-ce que c'est qu'Erasmus+? Et là, c'est Israël qui est à la manœuvre. Merci Estelle. Bah, on va attaquer donc cette partie théorique comme tu l'as bien dit. Et Erasmus+, c'est les programmes européens et pour l'éducation, la formation, la jeunesse et les sports. Et il est en soutien des projets en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, soit en situation formelle et non formelle ou informelle. Donc, le programme Erasmus, comme a été bien dit par Estelle, c'est un outil financier. Mais qu'est-ce qu'on peut concrètement financer avec cela? En fait, on va venir financer des activités qui vont mener à une remobilisation, à une collecte ou acquisition des compétences et dans les domaines professionnels, techniques ou transversales.
tout le monde. Et c'est là lors d'un séjour en Europe. Mais aussi, les programmes viennent en soutien et pour financer les travaux collaboratifs des coopérations autour d'une thématique avec d'autres structures et homologues européennes, voire dans certains cas au-delà de l'Europe, et qui abordent des mêmes sujets que vous. Mais c'est là, on va on va en parler un petit peu plus tard dans les webinaires. Donc, la spécificité du programme est donc que l'objectif général est de soutenir par l'apprentissage et tout au long de la vie et les développements éducatifs et professionnels et personnels de chacun d'entre nous. Parce que, in fine, c'est là, ça va contribuer à une croissance durable au sein de nos sociétés, à encourager la création d'emplois de qualité et à la cohésion sociale, que parfois c'est un sujet qui n'est pas très abordé, mais vraiment c'est au cœur vraiment de la société, mais aussi à l'innovation et au renforcement de l'identité européenne et la citoyenneté active, parce que quand même, nous tous les Européens, on a une histoire commune, même si on est un peu différents. Vous avez vu, moi je suis espagnol et on a énormément de choses en commun et énormément de choses à apprendre les uns des autres. Donc, les programmes Erasmus Plus fonctionnent et, avec des appels à propositions annuelles. Et les points forts, c'est qu'il n'y a pas de cahier des charges. Donc, on laisse ces structures la liberté de définir leurs besoins et solliciter ensuite les financements, vraiment pour déployer cette stratégie. Il est important de noter que qu'il s'agit des projets des structures. Et un individu ne peut pas demander un financement directement, mais faire, il peut bénéficier du programme Erasmus+, et par les biais d'une structure qu'il côtoie, d'une structure dans laquelle il travaille. C'est très important de comprendre que vraiment, ça va être un travail lorsqu'on commence à concevoir un projet et en commun avec les personnes qui sont dans notre environnement. Les programmes Erasmus+, ciblent quatre priorités, ou on peut dire aussi qu'ils se reposent sur ces quatre priorités. Tout d'abord, on a l'inclusion et diversité. Les programmes viennent promouvoir l'égalité des chances et de faciliter l'accès à des personnes qui sont éloignées de l'éducation et de la formation. Et on porte vraiment une attention particulière aux personnes qui sont en situation de handicap dans ces priorités ou qui font face à des problèmes de santé, à des obstacles sociaux ou économiques. L'un de l'autre, une autre priorité, c'est la transformation numérique. On est là tous dedans. Là, les programmes viennent à promouvoir et renforcer l'acquisition des compétences numériques quel que soit notre âge. Et troisièmement, c'est la priorité environnementale, donc l'environnement et lutte contre le changement climatique. Les programmes vraiment prennent soin de notre planète et ils nous encouragent vraiment, et par exemple, lorsqu'on fait une mobilité en Europe, de prendre et avoir les réflexes d'utiliser des moyens de transport, par exemple, qui sont à faible émission de CO2 et vraiment pour ne pas surcharger les climats. Et enfin, il y a les quatrièmes et, euh, et, euh, la quatrième priorité, et c'est la participation à la vie démocratique donc les valeurs communes et l'engagement civique qui favorisent l'engagement citoyen pour participer activement dans la vie politique et sociale de nos pays, de l'Union européenne. C'est une action pour sensibiliser les citoyens à comprendre et à partager les valeurs communes de l'Union et aussi ce partage des principes d'unité et de diversité sociale qui existent. En tant que programme européen, les financements sont attribués à des projets qui incluent les 27 pays membres de l'Union européenne. Ce sont les pays qui contribuent
au financement de ces programmes. Mais aussi, on peut faire aussi des projets avec les pays des tiers associés, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est l'Islande, la Norvège, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Turquie, Serbie. Et sur certaines conditions, on peut aller au-delà de ces pays. Et donc, on peut constater que bien plus qu'un programme d'échange étudiant, bah, c'est vraiment un levier européen pour l'éducation, la formation et l'engagement citoyen, et qui offre des opportunités concrètes, hein, et, aux acteurs qui œuvrent comme vous, hein, dans les domaines sociaux pour innover, collaborer et renforcer leur impact au service d'une société plus inclusive et durable. Donc, nous allons cela l'explorer ensemble et on va accueillir avec nous Tiffaine Rouget, qui représente l'association qui est très connue, l'Armée du Salut. Et elle est à l'état des candidates. Elle a déposé un projet cette année. Et bonjour Tiffaine, merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour, Et merci à vous pour cette invitation. c'est vraiment un plaisir de vous avoir dans ce webinaire. Et nous aimerions savoir ou connaître comment ça s'est passé et la candidature aussi, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre projet et aussi aborder quelles sont les valeurs communes qu'on a entre les programmes et les actions de l'armée du salut. Et en fait, si vous pouvez expliciter aussi quelles actions concrètes envisagez-vous de mettre en place avec la demande de financement? Tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, petite présentation. Moi, je m'appelle Tiffaine Rouget, je suis chef de service dans un espace solidarité insertion, un accueil de jour de la Fondation de l'Armée du Salut, donc à Paris. Notre projet, donc pour l'instant, on a déposé le projet, on attend la réponse qui devrait être en juin. Les participants au projet, ce sont différents chefs de service de la région Île-de-France. Voilà, on s'est constitué. L'origine un peu de la candidature, c'est d'abord, je pense, d'autres personnes qui nous ont encouragés parce qu'elles-mêmes avaient participé à des projets Erasmus+. Une des directrices d'établissement d'un centre d'hébergement parisien appartient à un autre projet de coopération avec Erasmus+. D'autres collègues d'accueil de jour avaient participé avec leurs équipes et du coup, on s'est dit que ça pouvait être vraiment intéressant pour nous de monter ce projet, de construire ensemble entre chefs de service dans un premier temps pour expérimenter, pour créer du lien entre nous et ensuite le partager avec les équipes dans un second temps éventuellement. Et la deuxième origine à cette candidature, c'est aussi de la part de la Fondation, une expérimentation de certains directeurs et directrices d'aller eux-mêmes dans des voyages à l'étranger, hors cadre Erasmus+. Et ils ont pu mesurer à quel point la rencontre aussi avec d'autres acteurs du travail social, avec d'autres pratiques de pays européens, était enrichissant pour continuer à améliorer nous-mêmes notre réflexion et nos pratiques en France. Ça, c'est un peu l'origine de la candidature. Je pense que ce qui fait le fondement un peu pour nous, c'est une montée en compétences, un apprentissage, enfin l'importance de l'apprentissage tout au long de sa vie et a fortiori dans des secteurs d'activité comme le nôtre, qui sont aussi en perpétuelle transformation parce qu'inscrits dans une société elle-même en perpétuelle transformation, avec quand même des enjeux politiques forts. La deuxième chose qui est importante, c'est toute cette dimension de l'inclusion et de la diversité. Notre projet, il s'est construit vraiment sur cette visée-là, un petit peu. Enfin, je présenterai un petit peu le projet dans un second temps, je pense, mais en tous les cas, cette idée d'inclusion et diversité est vraiment importante pour nous. Et également, comment faire participer, comment les autres pays contribuent à cette participation à la vie démocratique. Et d'autant plus qu'il nous paraît vraiment important de créer aussi du réseau au niveau européen et de connaître aussi comment chacun des pays de l'Union européenne peut fonctionner sur des problématiques qui peuvent être les mêmes que nous, mais dans des contextes différents, et justement à quel endroit on peut réussir à créer aussi du commun aussi, en tous les cas du commun d'interrogation,
même si c'est pas forcément du commun de pratique, mais en tous les cas du commun de partage de problématiques, dans des cultures qui certes sont semblables, similaires sur certaines choses, mais aussi très différentes et du coup deviennent très enrichissantes dans le partage de connaissances. Voilà et la dernière chose, donc moi j'aimerais vous parler un petit peu, du coup, de pourquoi on a un peu vous présenter le projet et pourquoi on a voulu à quels besoins ça répondait aussi pour nous ce projet. Donc comme c'est vous pouvez lire notre idée, donc le titre très, voilà, répond donc de Paris à Bruxelles, partage de pratiques pour mieux répondre aux défis de l'accueil des personnes sans chez soi avec un parcours migratoire. Un peu, voilà, Mm. on essaie de tout mettre dans le titre, je pense. Ouais. Mais, l'idée, enfin, notre idée, on a choisi de partir à Bruxelles pour des questions clairement, de langue. On s'est dit: «On va pas commencer par tout mettre en jeu» et puis on a choisi à la fois la Belgique pour des questions de langue, mais aussi parce que il y avait des liens au sein de l'Armée du Salut entre la France et la Belgique, et aussi des problématiques qui peuvent se retrouver particulièrement avec, la Belgique sur les questions que nous avons envie de travailler. Donc, notre idée, c'est réfléchir sur, faire des échanges de pratiques autour de l'accueil des personnes qui ont une double vulnérabilité, à la fois des personnes sans chez soi, en situation de rue et pour beaucoup sans papiers, qui fait qu'on se retrouve confronté à des difficultés, accrues. D'une part, cette question-là de la double vulnérabilité et Mm. ensuite, la deuxième question et qui nous intéresse, du coup, de partager avec, un partenaire européen, c'est comment on peut accompagner des personnes dans des situations d'interculturalité, et toutes les problématiques nouvelles que ça pose pour le travail social, pour l'accompagnement social, hors même des conditions politiques, mais vraiment en termes d'accompagnement. Hem, voilà, c'est cette question-là en particulier qu'on a décidé de cibler. Au fur et à mesure du travail, on a constitué un petit groupe, projet de 4-5 personnes et on a établi ainsi la problématique qu'on avait envie d'aller partager avec, des collègues. On a pris contact avec des structures en Belgique qui, en effet, il s'est avéré qu'ils avaient aussi, tout le monde se retrouvait un peu sur ces problématiques-là, que ça les intéressait aussi du coup de pouvoir, dans l'autre sens, en parler avec, des partenaires, voilà, qui ont aussi d'autres problèmes. Même si les contextes sont les mêmes, on peut avoir aussi des petits décalages et après ouais, ça va être intéressant, je pense, si ça se fait. En tous les cas, si ça se fait, ça va être super. Mais de toute manière, tout ce que ça nous a permis, nous, déjà, je pense que ça, c'est important. Enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de aussi mettre en valeur. Tout ce que ça a permis de réflexion, de clarification, déjà dans l'élaboration même du projet, déjà, on a déjà avancé quelque part, j'ai envie de dire, sur, nos pratiques. Parce qu'on s'est demandé comment on pouvait formuler, comment formuler à d'autres, les Mm. questions auxquelles les problématiques auxquelles on était, confrontés. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Tiffaine. Ton témoignage, bah, vraiment, il est très inspirant et nous montre justement quelles sont les réflexions et quelles sont les étapes aussi pour se diriger vers les financements Erasmus+. Et que, après cette analyse que vous avez fait en équipe, et on peut justement venir à vous aider à aborder avec d'autres collègues européens en Belgique pour observer et voir comment on aborde une thématique qui est commune. Donc c'est là où il y a vraiment la richesse et on peut vraiment construire des ponts avec d'autres personnes en Europe. Merci beaucoup, Super. Tiffaine. Vraiment, ça a été un plaisir. Maintenant, on va continuer avec Estelle qui va nous aider à nous situer dans les programmes. Voilà. Alors, vous êtes un certain nombre à vous dire: «Ah là là, mais tout ça m'intéresse, j'aimerais bien faire pareil». Donc oui, oui, aucun problème. Voici, quelques éléments clés pour, commencer à structurer. C'est un petit peu ce que disait Tiffany, c'est-à-dire que commencer à structurer, en fait, son idée de projet. Vous l'avez vu,
Tiffany illustre très bien dans le travail préparatoire, qui a été mis en place, pour demander le financement. Il y a, une étape qui est l'analyse de besoins, en fait. Quels sont les besoins de votre structure? Quels sont les besoins de monter ce projet? Avec qui? Pourquoi faire? Et ça, c'est vraiment l'étape préalable, que le programme Erasmus vous emmène, et quelque part vous oblige à travailler. Pourquoi? Parce que le programme est structuré. Et on peut passer à la diapo suivante, Israël, pour que ce soit plus clair. Le programme est structuré en Ah, secteurs. Les différents secteurs, éducatifs, vous allez en entendre parler, en fait, quand vous allez, commencer à monter votre projet et vous renseigner sur le fonctionnement du programme. Et c'est pas un vocabulaire, et c'est pas des domaines que, vous maîtrisez au quotidien, donc ça peut paraître extrêmement formel. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur cette notion de secteur éducatif qu'il va falloir comprendre si vous commencez à travailler sur Erasmus+. Donc pour vous orienter dans l'architecture du programme et pour comprendre cette notion de secteur, vous les avez à l'écran, ils sont au nombre de, 6. Heu, Pourquoi, c'est important de comprendre cette notion de secteur? Parce qu'il va falloir que vous inscriviez votre demande de financement, votre projet, dans un des secteurs d'Erasmus+. Donc nous, on parle de l'éducation des adultes. Mais sachez que voilà, il y a 6 autres secteurs et que possiblement, vous êtes des acteurs extrêmement divers, derrière l'écran et que peut-être un autre secteur du programme Erasmus+ peut, intéresser votre projet. Et pourquoi c'est important de bien inscrire son projet dans un des secteurs d'Erasmus+? Parce que, à partir du moment où vous allez décider que ça va plutôt dans éducation des adultes ou plutôt dans enseignement scolaire, eh bien, vous allez, connaître les opportunités de financement, les types de financement qui sont à votre disposition pour, financer les activités de votre projet. Donc c'est vraiment la première étape et le premier travail que vous allez faire. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a dans ces secteurs? Eh bien, ces secteurs, en fait, ils regroupent ce qu'on appelle les activités d'apprentissage. Israël vous l'a présenté, en tout début de webinaire. Erasmus+, c'est le programme européen pour l'éducation, la formation tout au long de la vie. Donc le programme, il est structuré entre il regroupe les activités d'apprentissage. Dans l'enseignement scolaire, eh bien, ce sont les activités d'apprentissage qui sont proposées dès la petite enfance, de la maternelle jusqu'au bac. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, eh bien, ça regroupe les activités d'apprentissage qui sont couvertes par la formation initiale du supérieur, donc post-bac. Dans l'enseignement, la formation professionnelle, on regroupe toutes les activités d'apprentissage qui préparent à une certification professionnelle de niveau 3 ou niveau 4, qui relèvent de l'enseignement, de la formation professionnelle initiale ou continue. Dans l'éducation des adultes, eh bien, ce sont les activités d'apprentissage qui sont complémentaires ou alternatives à la formation qualifiante. Donc, c'est vraiment l'incarnation de l'éducation et la formation tout au long de la vie. Dans le secteur de la jeunesse, on regroupe les activités d'apprentissage qui sont proposées à des jeunes entre 13 et 30 ans, donc en dehors des cursus formels, des temps scolaires et des temps universitaires. Et puis, dans le volet sport, on va retrouver toutes les activités d'apprentissage qui sont basées sur les valeurs et pratiques du sport. Donc, normalement, quand vous avez une idée de projet, vous pouvez arriver à commencer à situer à intégrer votre idée de projet dans un de ces secteurs, euh, puisque vous allez partir de ces activités d'apprentissage et des publics, évidemment, avec lesquels vous travaillez. Alors, on va rentrer dans le secteur de l'éducation des adultes parce qu'on pense, collectivement entre, la fédération Israël et moi que, c'est le secteur de l'éducation des adultes qui vous intéresse tout particulièrement, qui est le plus pertinent finalement par rapport aux activités que vous menez et que vous proposez, aux personnes que vous accompagnez. Et puis cerise sur le gâteau, c'est aussi un secteur, contrairement à tous les autres. Alors, il y a encore un petit bout de financement possible, attrapable sur jeunesse, mais sur les autres secteurs, on est vraiment en tension. Mais sur éducation des adultes, on a un budget de 27 millions d'euros sur cette année, cet appel à proposition.
Et il y a une partie du budget qui est encore très disponible. Donc il y a une vraie opportunité de financement et quand vous travaillez un projet et que, vous montez une candidature et que vous demandez un financement, bah, vous avez des vraies chances de sélection sur ce secteur. Donc c'est pour ça qu'avec Tiffen, on s'est dit: «Là, il faut faire un petit point d'étape et un focus». Alors, vous avez une idée de projet, vous avez compris qu'il y avait, donc ces 6 secteurs dans Erasmus+. On vous parle d'éducation des adultes. Comment vous faites pour vérifier que votre idée de projet s'inscrit bien dans ce secteur? Première chose, Israël vous l'a dit, c'est la structure qui va déposer la demande de financement. Donc, est-ce que votre structure est éligible à demander un financement sur éducation des adultes? La réponse est forcément oui. Tous les organismes publics, associatifs, privés, actifs dans le champ de l'accompagnement des adultes et des jeunes adultes sont éligibles sur Erasmus+, éducation des adultes. Donc ça, c'est une première case de cocher. La deuxième case à cocher, c'est de décrire précisément qui va participer au projet. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, dans le vocabulaire du programme, les groupes cibles. Ils sont au nombre de 2 et vous les avez à l'écran. Donc il y a les personnels et les apprenants. Quand on dit apprenant, vous voyez, on utilise un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire que vous utilisez au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les apprenants, c'est les personnes que vous accompagnez, celles qui passent la porte de vos structures, celles pour qui vous mettez en place vos activités quotidiennes. Donc, ça va être des adhérents, des usagers, des personnes accompagnées, des bénéficiaires. Bref, ils peuvent être appelés de manière tout à fait différente dans votre réalité, dans votre quotidien. Dans tous les cas, il faut que ce soit des personnes majeures ou émancipées en situation d'apprentissage, peu importe la manière dont ils apprennent, mais en tout cas, ils sont en situation d'apprentissage, non engagés dans la préparation d'un titre ou d'un diplôme. Voilà la définition d'apprenant pour le secteur de l'éducation des adultes. Les personnels, donc c'est notre deuxième groupe cible, donc deuxième public qui va participer au projet. Eh bien, ce sont donc les personnels. Et les personnels, au sens d'Erasmus+, ce sont toutes les personnes qui vont construire, proposer des activités d'apprentissage. Donc, ça peut être des personnes qui sont bénévoles ou salariées de votre structure, peu importe. Donc, elles peuvent être formatrices, éducatrices, mais aussi membres d'un conseil d'administration. Elles peuvent être aussi agents administratifs, puisque ce sont des personnes qui vont aider à construire, à proposer des activités d'apprentissage aux apprenants, donc aux personnes que vous accompagnez. Et il faut tirer le fil encore un peu plus loin, c'est-à-dire cocher une troisième case dans les publics que vous décrivez, c'est aller jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire nos groupes cibles, les personnes qui participent au projet. Eh bien, en fait, quel est leur écosystème? Avec qui elles évoluent? Donc, par exemple, pour nos personnels, qui est-ce qu'ils accompagnent au quotidien? Ce sont, dans le jargon du programme, les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les personnes qui ne vont pas forcément participer au projet, mais qui vont bénéficier des impacts et des résultats du projet. Donc les utilisateurs finaux, eh bien, par exemple, dans le projet, qui est porté par la Fondation de l'Armée du Salut, ce sont, les personnes sans chez soi, en situation de rue, heu, qui ne vont pas être embarquées dans le projet, mais qui vont bénéficier de toutes les compétences qui vont être collectées, bien, soit par les personnels et peut-être que certaines d'entre elles pourraient vous accompagner dans le projet, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, la première grosse étape de votre travail quand vous vous dites: «Ah, ça m'intéresse cette Erasmus+ là, éducation des adultes, j'ai une idée de projet», c'est de faire toute cette description. Vous n'allez pas répondre à une commande publique, donc vous allez partir des besoins de votre structure et de vos besoins au quotidien. Décrivez bien votre structure, les groupes cibles, les utilisateurs finaux pour inscrire votre idée de projet dans un des secteurs d'Erasmus+. Deuxième étape pour rentrer dans la demande de financement et donc dans l'architecture du programme, c'est déterminer ensuite le type de financement. Donc là, on est OK sur le secteur éducation des adultes. Rentrons maintenant sur les types de financement mobilisables. Voilà. Et nous savons deux types principaux
des financements disponibles. Et ceux qui vont relever de la mobilité, et donc on va aller en Europe et pour acquérir de nouvelles compétences, et on peut effectuer certaines activités, soit pour collaborer ensemble avec d'autres structures, ce qu'on appelle les projets qui vont relever de l'action clé 2 et des partenariats. Donc, pour commencer, l'action clé 1 des mobilités et pour acquérir des compétences et concerne, et, comme l'a dit bien Estelle, les publics cibles. Ça peut être des personnels ou des apprenants. Il y a des activités qui sont déclinées pour chacun de ces deux profils. Donc, la mobilité des personnels concerne les professionnels et des structures et les bénévoles et qui peuvent, par les programmes, effectuer des séjours et d'observation des pratiques et dans une organisation d'accueil située dans un autre pays et en Europe et pour apprendre des nouvelles pratiques et recueillir des nouvelles idées. Ils peuvent aussi effectuer des séjours d'enseignement et pour former des apprenants dans d'autres structures européennes qui veulent bien accueillir cette personne. Et aussi, enfin, et, les personnels peuvent aller se former en Europe en participant à des formations qui sont structurées et payantes. On a des fonds pour venir aussi à un appui financier pour le financement des formations. Ensuite, on a des activités qui concernent les apprenants. Donc, comme l'a bien dit Estelle, les usagers, les personnes que vous accompagnez. Donc, et ces apprenants peuvent faire des activités de mobilité individuelle de courte ou de longue durée, mais aussi en groupe, et pour faire un séjour en Europe au sein d'un organisme d'accueil et pour, par exemple, travailler des compétences transversales ou des apprentissages par des pairs et donc, en fait, les programmes offrent la possibilité aux apprenants de partir découvrir, d'apprendre et de suivre une intervention, de s'immerger en Europe. Et donc, la mobilité apprenante, et comme pour les personnels, elles sont encadrées et pensées dans un parcours pédagogique. Donc, la mobilité, elle va être à visée pédagogique. On va partir pour apprendre, remobiliser ou acquérir des compétences. Et, et c'est pour ça que c'est une partie quand même essentielle lors de la construction de votre projet. Pour, pour vous illustrer, et on va continuer avec les illustrations des projets. Et on accueille donc Marilyn Lopez, qui représente les structures Altea Cabestan. Et elle est à l'estade suivant de celui des Tiphaine. Là, elle est bénéficiaire. Donc, elle a réussi à avoir un financement pour son structure. Et bonjour Marilyn. Bonjour. Bienvenue, merci, merci beaucoup d'être parmi nous. Et en tant que bénéficiaire, Marilyn, et donc le projet il est financé. Et est-ce que vous pourriez nous présenter vraiment votre projet et, et si vous pouvez nous donner aussi des exemples concrets de comment vous savez et de ce que vous faites en fait avec dans les mobilités et quels sont les résultats quand même que vous constatez. Alors tout d'abord, je voulais quand même, bon, vous voyez bien que je ne suis pas toute seule, donc je voulais quand même présenter Valérie. Valérie qui a participé activement bien, à la construction de ce projet également. Alors, moi, je suis la responsable d'un CADA sur la ville de La Rochelle, en Charente-Maritime.
Donc, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et puis Valérie est la coordinatrice du service. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu recontextualiser un petit peu, nous avons fait le choix d'un accueil de demandeurs d'asile en diffus. C'est-à-dire que nous accompagnons et nous hébergeons des personnes sur des appartements. On n'est pas sur un principe de collectif, on n'est pas sur un bâtiment où il y a uniquement des demandeurs d'asile. Donc en fait, les personnes que nous hébergeons sont voilà, comme une personne lambda dans des appartements, dans des immeubles, avec toute la mixité sociale que ça génère, avec les avantages et les inconvénients, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous contextualiser un petit peu notre fonctionnement. Donc, on est à 162 places de personnes que l'on peut accueillir pendant leur demande d'asile. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait une demande de projet Erasmus+, pardon. Alors, on avait 3 priorités principales. La première, c'était vraiment de pouvoir aller voir chez nos voisins comment ça fonctionnait. Parce que nous, on a un fonctionnement, comme je viens de vous expliquer. D'autres CADA sur le territoire français ont d'autres fonctionnements que le nôtre. Et on s'est dit, allons voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Donc, il y avait vraiment une volonté de découverte de l'accueil de demandeurs d'asile sur d'autres pays européens. Et il y avait également une volonté de pouvoir réfléchir et mener une réflexion approfondie sur notre projet de service. Pour voir comment on pouvait l'enrichir, comment on pouvait l'améliorer, qu'est-ce qu'on pouvait rajouter ou pas, tout simplement, avec aussi nos réalités de terrain, en sachant qu'on est dans un contexte quand même de loi immigration en France et en Europe, faut le dire, qui est très mouvant, très changeant, et qui demande des réadaptations assez régulières par rapport au travail que l'on peut, nous, faire vis-à-vis de nos usagers. Voilà, donc ça, c'était une première démarche. Et puis, on s'était dit également que ça permettait aussi à une équipe, donc on est 11 au sein de l'équipe, donc c'est une équipe qui est quand même conséquente, que ça permettait aussi à l'équipe de pouvoir se retrouver autour d'un thème professionnel, mais dans d'autres conditions, et de créer aussi une cohésion d'équipe différente. Voilà un peu nos objectifs de notre projet Erasmus. Donc en fait, notre projet s'est décliné en 2 temps. On a eu un premier contact avec la Belgique, la Croix-Rouge, pour pouvoir justement aller découvrir le fonctionnement de la Croix-Rouge en Belgique. Et on a également élaboré notre projet avec les Pays-Bas. Donc en fait, on a divisé un petit peu notre projet. On n'a pas juste, on s'est pas dit on va aller que dans un pays. On s'est dit, vu qu'on veut découvrir, on va découvrir plusieurs pays. Bon, on s'est arrêté sur 2 quand même. Donc la Belgique et les Pays-Bas. Donc la Belgique parce que pour diverses raisons, la francophonie, disons-le, c'est beaucoup plus simple. La Croix-Rouge qui est quand même une structure, quelque chose d'assez important. Donc on voulait voir aussi comment eux fonctionnaient. Parce que nous, on est une petite association départementale, donc on voulait aussi voir un petit peu comment ça se passait sur des grosses structures. Et puis les Pays-Bas, pareil, un peu, alors c'était pas la francophonie, les Pays-Bas, clairement, mais c'était aussi pour être complètement dans autre chose, d'autres fonctionnements, d'autres choses. Voilà. En gros, c'était les réseaux qu'on avait aussi, les contacts qu'on avait aussi. Donc, on a pris les contacts qu'on pouvait avoir pour pouvoir créer ce partenariat.
Bah, Je continue? bien sûr, c'est très Et, intéressant. on accueille les demandeurs d'asile. Et donc, les deux structures que nous avons, avec qui nous avons été partenaires sur ce Mm. projet, étaient des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Par contre, on a vraiment voulu pouvoir voir comment ça se passait ailleurs, mais sur des structures et du public similaires aux nôtres. Et vous le connaissiez déjà? Alors, on les connaissait pas. On a eu les coordonnées, enfin la Croix-Rouge. En fait, on a appelé en la Belgique, on a pris la Croix-Rouge, on a pris le téléphone, on a appelé. Ils étaient très intéressés par le projet, donc voilà, donc on a créé ce partenariat. Et pour les Pays-Bas, on avait un contact, en effet, de la responsable D'accord. d'un centre aux Pays-Bas. Donc du coup, on lui a fait part de notre projet et elle a également trouvé ça intéressant et on a pu l'organiser comme ça. D'accord. Que vous dire de plus? Donc, nous, on a finalisé notre projet. Ça y est, c'est bouclé. Les deux séjours ont eu lieu. Un en 2024, en mai 2024, c'était le premier, c'était la Belgique. Et un autre en janvier 2025, qui était les Pays-Bas. D'accord. Voilà, donc on partait vraiment dans une dynamique de découverte. C'est vraiment comme ça qu'on a abordé les choses avec nos deux homologues, découvrir vraiment comment ça fonctionnait là-bas. Et puis petit à petit, avec les échanges qu'il y a pu y avoir, on leur a aussi, nous, apporté, nous, comment on fonctionnait, etc. Et donc, on a pu voir un peu les décalages qu'il pouvait y avoir, les plus-values de certains fonctionnements par rapport Mhm. à d'autres. Euh, on a pu déconstruire voilà, certains préjugés. Je vous donnerai quelques exemples, surtout au niveau des Pays-Bas, par exemple. Donc, c'était vraiment une volonté de voir ailleurs, quoi, voir comment ça se passait ailleurs et voir surtout la cohésion européenne, en fait. Il y avait aussi ce besoin, cette volonté, avec toutes ces lois. Depuis 2015, on a eu 4 lois, il me semble, quatre réformes de loi, donc en 10 ans, ce qui est quand même énorme. Et du coup, on voulait voir aussi cette cohésion européenne, comment les autres mettaient en pratique tous ces changements. Voilà. Bon. Et bah, merci beaucoup, Marilène et Valérie, pour votre témoignage. Et ce qu'il en ressort, c'est comme que, avec les fonds Erasmus, on a participé vraiment à enrichir et quand même bah, les relations entre les structures du Pays-Bas, la Belgique et la France, et vraiment à mutualiser beaucoup des connaissances et des compétences, vu que il y a des manières de faire différentes dans un contexte qui est assez mouvant, comme vous l'avez dit depuis 2015 avec ces réformes et et je pense que c'est assez inspirateur justement pour les structures qui sont présentes dans ces webinaires pour vraiment commencer aussi à s'imaginer qu'ils ont la place dans les programmes. Et merci beaucoup Marilène, merci beaucoup Valérie, vraiment pour votre témoignage. Et on va continuer justement avec le deuxième type des financements. Et Estelle, je te passe la main. Merci beaucoup. Ah oui, très belle illustration du coup de projet de mobilité. La Fondation Armée du Salut aussi, le premier témoignage que vous avez entendu, Tiffany, c'était aussi un projet de mobilité qui était proposé. Donc voilà, très belle illustration de ce qui est financé dans Erasmus+, dans l'action clé 1. Donc voyons maintenant ensemble ce qui est finançable, quel type de projet vous pouvez financer dans l'action clé 2. Alors, les types de financement dans l'action clé 2 ont pour objectif toujours d'améliorer la qualité, la pertinence des activités qui sont proposées par vos organisations, de développer votre réseau aussi via la coopération transnationale et de mettre en œuvre des pratiques nouvelles. Donc ici, on va être sur la construction
de résultats de la co-construction en fait entre structures de résultats, alors on dit innovants, mais innovant dans le vocabulaire du programme, il faut pas trop faut pas trop avoir peur de ce mot en fait. Innovation, ça veut dire, ça veut pas dire qu'il n'existe pas du tout. Ça veut dire que peut-être que ça existe, mais dans un autre environnement, auprès d'autres publics et que vous vous rendez compte que, bah, vos structures, elles ont tout à gagner de récupérer des pratiques, qui peuvent être, voilà, observées, par exemple dans le cadre d'un projet de mobilité, ailleurs et voilà et ces pratiques, eh bien, vous voulez les intégrer, vous voulez les co-construire avec vos partenaires européens, ou vous voulez effectivement peut-être construire quelque chose qui n'existe pas parce que vous vous rendez compte qu'il y a un manque. Et ben ça, c'est financé dans l'action clé 2, dans les projets de coopération, et ce qu'on appelle en fait dans le vocabulaire du programme, les partenariats. Les partenariats, sont, en fait, de 2 grands types. Hem, donc on va commencer par, la partie gauche de l'écran, donc les partenariats simplifiés, c'est les cadres roses. Les partenariats simplifiés sont conçus pour élargir l'accès au programme à de petites structures, à des personnes difficiles à atteindre. Donc, ce sont des projets de coopération qui permettent d'être voilà, des projets, d'être des projets courts en fait, et surtout de monter un projet qui va être assez facile à gérer parce que les budgets sont pas très importants. Voilà, on peut se lancer dans un projet de coopération par l'intermédiaire d'un partenariat simplifié si on n'a jamais, travaillé avec des partenaires européens et puis qu'on n'a jamais fait d'Erasmus et qu'on veut expérimenter ou tester sa capacité aussi, et bien à travailler avec des partenaires européens, mais sur autre chose que de la mobilité, voilà. Si le volet financement action clé 1 mobilité vous convient pas, bah, peut-être que sur l'action clé 2, sur le projet de coopération, sur la coopération entre structures, vous pouvez y aller, mais en commençant par un partenariat simplifié. Donc les caractéristiques du partenariat simplifié, eh bien, ça va être pas besoin de multiplier des objectifs. Un bon objectif de projet cohérent, pragmatique, concret suffit. Aucun problème avec ça. Donc derrière, bah, à la fin, un résultat simple, mais consultable par contre. Heu, Ça, c'est quand même attendu. Donc ça peut être un flyer, un récit de projet, un recueil de bonnes pratiques. Voilà ce qui est attendu dans un partenariat simplifié. Et puis, vous voyez à l'écran un partenariat qui n'est pas, qui est pas obligatoirement, avec, un nombre de structures, très important. Donc, 2 partenaires minimum, voilà, ça suffit. Et puis, vous voyez la durée, ça peut être un projet court. Alors très honnêtement, un projet de 6 mois, on n'en voit pas beaucoup. Parce que 6 mois, c'est vraiment le temps de mise en route, en fait. Il faut se laissez-vous le temps de commencer à travailler avec vos partenaires. Franchement, 6 mois, c'est juste. Après, si vous avez déjà fait du partenariat simplifié, si vous avez déjà fait du projet européen, peut-être que 6 mois, ça va vous suffire. En tout cas, c'est une possibilité qui est offerte par le programme. En bleu, maintenant, vous voyez de l'autre côté les partenariats pour des partenariats de coopération. Ici, c'est pas tout à fait la même envergure de projet. Ces partenariats de coopération, ils vont permettre de concevoir ici des productions innovantes. Vous voyez, on revient à notre idée d'innovation. Donc là, les caractéristiques du partenariat, de coopération, ça va être déjà 3 organisations minimum qui doivent constituer le partenariat, donc issus de 3 pays qui participent au programme. On revient à nos pays qui participent au programme, vous savez, nos 32. Hem, la durée aussi est un peu plus longue. Il y a pas C'est pas 6 mois minimum. Ici, c'est 1 an minimum, jusqu'à 36 mois. Et ces partenariats, ils permettent d'intégrer au projet ce qu'on appelle les partenaires associés ou des pays, aussi qui sont issus du reste du monde. Là, Israël, vous en parlez, c'est le seul type de financement dans le secteur de l'éducation des adultes qui vous permet de travailler avec le reste du monde. Donc un partenariat diversifié, varié, et attendu, hein, dans les partenariats de coopération. Ici, les résultats vont
directement être utilisables dès la fin du projet et doivent être transférables à un autre groupe cible ou à un autre environnement. Donc, ce que vous allez travailler avec vos partenaires ici, ça doit pouvoir être transféré dans un autre contexte ou auprès d'un autre écosystème. Et puis, on attend ici une mesure quand même, une mesure de l'impact des résultats du projet. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même envergure de partenariat que les partenariats simplifiés. Ça, c'est pour vous aider à faire la différence entre les deux. En tout cas, ce qui est finançable avec la subvention Erasmus dans ces partenariats, eh bien, vous l'avez à l'écran, c'est ce qui est écrit hein, dans les bulles jaunes. Hem, Ce sont des sessions de travail pour l'échange de bonnes pratiques, la co-création de résultats, la stratégie, l'élaboration, de matériel de communication, de promotion du projet, mais aussi de ses résultats, l'organisation d'une conférence, d'un événement, ça c'est possible, toujours en lien avec le projet et ses résultats, bien sûr, et puis des activités d'apprentissage, d'enseignement, de formation que vous pouvez tout à fait intégrer dans votre projet. Ce qui est financé aussi dans les partenariats, c'est la gestion de projet, hein, ça évidemment. Donc, les rencontres entre les partenaires et tout le travail qui est fait pour gérer la subvention Erasmus+. Le financement, vous le voyez à l'écran, est sous forme de forfait. Donc ça, c'est un élément, on revient au début à nos idées reçues, élément facilitant parce que qui dit forfait dit on ne justifie pas le moindre euro dépensé. Par contre, c'est un petit peu ce qu'on vous montrait aussi et ce que vous ont expliqué, nos intervenantes, c'est-à-dire qu'il y a quand même un montage de projet conséquent, mais qui sert, votre stratégie, qui sert votre projet. Donc le formulaire de candidature est conçu selon le mode projet. On va vous demander une analyse de besoins, des objectifs détaillés, les activités que vous allez mener pour atteindre des résultats et comment vous allez mesurer l'efficacité de ces résultats. Ça va vous être demandé dans le formulaire de candidature. On ne vous le demande pas après, on ne vous le demande plus après. La candidature va être évaluée et c'est ce qui fait qu'on vous attribue un forfait parce qu'après on vous fait confiance et que la gestion de projet est extrêmement facilitée par l'attribution de ces forfaits. Donc, avec vos partenaires européens, vous allez travailler votre projet, vous allez déterminer un budget prévisionnel pour financer les activités et atteindre vos résultats. Et en fonction, vous allez déterminer le forfait qui viendra soutenir votre projet. Donc, est-ce que vous serez plutôt du côté partenariat simplifié ou plutôt du côté partenariat de coopération? Et est-ce que vous irez sur du 30 000, du 60 000 euros côté partenariat simplifié ou bien du 120 000, du 250 000 ou du 400 000 euros côté partenariat de coopération? Une petite illustration, pour rendre un petit peu concret ce que sont ces partenariats. Vous pourrez aller visiter le site web du projet IFEN qui est coordonné par l'association Solidarité Femmes 13. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est un projet que j'ai déjà mis en avant et que j'aime bien pour ça. C'est une association qui est active dans les Bouches-du-Rhône et dont l'objet est d'accompagner les femmes, et leurs enfants qui sont victimes de violences conjugales ou sexuelles. Donc le projet a pour objectif stratégique de restaurer le lien mère-enfant dans un contexte de violence conjugale. Les résultats attendus, c'est un court programme de formation d'une demi-journée, appuyé par un article de recherche internationale sur la prise en charge du lien mère-enfant dans un contexte de violence conjugale. Et donc là, on met l'approche sociologique et psychologique. Cet article, il sera destiné au milieu universitaire, donc à des chercheurs, mais aussi à des étudiants, et puis à tous les professionnels, ou accompagnants qui sont en contact avec, des publics similaires. Donc c'est un projet court, vous voyez, hein, de 10 mois, entre 2 pays, la France, l'Espagne. Il y a 2 organisations espagnoles, hein, quand même dans le projet. Là, c'est pas indiqué sur la diapo, mais juste, bon, il y a plusieurs partenaires, mais 2 pays. Et puis, beh, comment on travaille? Il y a une étude de l'état de l'art, des pratiques existantes et puis l'organisation de 2 résidences pour travailler, bah, sur l'article et sur le petit parcours de formation. Voilà les activités financées. Donc ici, le volet pédagogique, il est indiscutable, hein, on est bien dans Erasmus, aucun problème. On est bien dans l'éducation des adultes si vous vous référez au groupe cible qu'on a décrit précédemment. C'est un groupe cible qui est aussi multidisciplinaire. Ce sont des personnels au sens d'Erasmus+, hein, c'est les salariés, les bénévoles qui accompagnent les femmes victimes de violences qui sont intégrés dans le projet.
Et puis, ben, on est dans l'action clé 2 parce qu'on est dans la co-construction d'un résultat commun. Heu, voilà, donc on illustre bien comment on arrive à un partenariat dans Erasmus+ éducation des adultes quand on est, voilà, de votre côté de l'écran. Voilà, je crois que maintenant vous êtes incollables, sur, les types de financement. On ne s'est pas trop attardé sur l'action clé 2, je vais vous dire pourquoi. Parce que, on a un fort budget disponible sur l'action clé 1. C'est quand même la majorité des financements Erasmus, hein, quels que soient les secteurs. En fait, on encourage, la mobilité, c'est comme ça, c'est les objectifs du programme. Donc on a moins de budget sur l'action clé 2. Sur l'action clé 2, vous êtes, enfin les projets qui sont présentés sont vraiment, en compétition. Donc, quand on n'a jamais fait d'Erasmus, quand on n'a jamais monté de projet, c'est vrai que c'est plus facile d'aller sur l'action clé 1 pour démarrer. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller sur l'action clé 2, hein, au contraire. Mais par contre, il faut vous préparer à travailler un projet vraiment construit et de bonne vraiment de qualité, très armé pour aller, chercher du financement et puis, vous dire que, ben, on y va une première fois et pourquoi pas, bah, si ça passe pas, c'est pas grave, on y va une deuxième. Et puis nous, on est là pour vous accompagner et c'est ce qu'on va voir maintenant avec Israël sur, concrètement, maintenant qu'on est prêt, qu'on a tout compris, comment on fait? Et voilà. Et comment on fait? Et bah, tout d'abord, et vraiment, je pense que ça peut naître même de ces webinaires et de capter et vraiment faire le lien avec les possibilités de se saisir de l'outil Erasmus Plus pour l'intégrer dans les structures. Et donc, on fait une analyse des besoins avec une équipe projet. On ne les fait pas tout seul. Il faut vraiment partager ça au sein des équipes pour se fédérer. Et parce on va avoir besoin quand même de quelqu'un qui pilote un peu. Donc, ça va être un peu le chef des projets. On a besoin quand même d'associer et bah, la personne qui est dans les structures, dans l'association, s'en charge des finances parce qu'il va recevoir la subvention. Donc, il faut aussi l'associer au projet et les responsables, les représentants légaux de les structures, c'est aussi important. Donc, on va faire le montage de cette équipe projet pour justement faire un constat. Donc, cette analyse des besoins, soit à l'intérieur des structures, mais aussi dans son environnement, pour justement se fixer des objectifs et mettre en place des activités qui pourront être financées par les programmes. Une fois qu'on a fait ça, on va faire les cheminements qu'on a fait dans ces webinaires. On va aller voir dans quel secteur éducatif on s'en sert et on va voir quel type de financement répond à nos besoins. Ça peut être la mobilité, ça peut être les partenariats, ça peut être les deux, parce que vous pouvez faire un projet de mobilité et un projet de partenariat. Vous pouvez faire les deux en même temps. Ce n'est pas habituel, mais ce n'est pas interdit. Et aussi, bah, vous allez prendre quand même connaissance de la littérature, des principes du programme. Et donc, l'idée, c'est de faire ça par étapes. Et ensuite, il y a une étape administrative, et que c'est justement l'enregistrement de votre structure. Et je rappelle qu'il y a que ces structures qui sont basées en France et qui peuvent bénéficier des fonds et qui sont gérés par les deux agences françaises, et Jeunesse et Sport et Éducation Formation. Et donc, on va créer le code OID, on va travailler notre idée des projets pour après verser bah, toutes les rédactionnels sur les formulaires des candidatures qui est au niveau de la plateforme européenne des dépôts. Et on soumet à une date précise, là actuellement, et pour l'appel à proposition 2025, et, et pour les volets éducation-formation et concrètement pour l'éducation des adultes. Et il y a l'accréditation qui est disponible, qui est la date limite de dépôt de l'accréditation. Donc, c'est un mode d'accès à la mobilité et d'ici jusqu'à la fin de la programmation à 2027 et qui est clôturé le 1er octobre de cette année. Et après, au mois de novembre, on va avoir la publication du nouveau guide pour l'appel à proposition 2026. Et là, on aura les dates pour toutes les actions des financements pour la mobilité et pour les partenariats. Ensuite, une fois qu'on soumet, les candidatures sont confiées à des experts évaluateurs externes. Et la candidature
est évalué par rapport à des critères et les notes à être évaluées basées sur 100. Et comme l'a dit bien Estelle, et dans le cas de l'éducation des adultes, il y a un petit peu moins de pression au niveau de la mobilité. Donc, et une candidature qui a été bien construite et, euh, et peut être finançable. Après, pour les partenaires de coopération, c'est un peu plus tendu et vraiment, l'attente, il va y avoir un petit peu plus de travail parce que ce sont celles qui ont une qualité et, assez, pas assez importante, mais que c'est de très bonnes qualités qui sont actuellement financées. Et comme on l'a dit, en fait, vous êtes accompagné depuis la conception de l'idée jusqu'au dépôt et même après, comme on l'a dit au début de l'intervention. Et pour être très concret, il y a un parcours d'accompagnement spécifique au secteur de l'éducation des adultes. Donc, il est construit avec des webinaires d'information générale. Il y a des sessions de questions-réponses mensuelles et, où il y a Estelle, moi ou notre collègue Hélène qui l'anime et qu'on échange avec vous. Et il y a justement aussi l'accompagnement, la possibilité de se faire un accompagnement en bilatéral ponctuel et tout au long de la conception de votre candidature, de votre idée. Et on a, on organise en région, dans différentes villes en France, et les 4 et les 6 novembre, un atelier d'écriture pour vous aider à passer de votre idée à la candidature. Et aussi, vous devez prendre connaissance des ressources, et notamment les guides du programme. Et il est assez conséquent parce qu'il n'est pas petit, mais une fois qu'on a repéré vraiment notre secteur et puis les financements qui nous correspondent, ben, on va dans les glossaires et on va lire la partie qui nous intéresse. Pour compléter les guides, parce que les guides, il est conçu pour les pays européens, donc on a tous les mêmes guides. Et, nous, en France, en fait, on complète les guides avec une note. Et c'est la note Erasmus+, qui est publiée au niveau du bulletin officiel de l'éducation nationale, où on complète avec des règles françaises. Donc, on va retrouver ici, c'est important qu'on aille voir, qu'on aille le lire. Il n'est pas très long. Et là, on va voir quelles sont les structures qui sont éligibles par secteur éducatif. Vous allez retrouver la dénomination de qu'est-ce que c'est un apprenant, par exemple, aussi. Donc, c'est un document qu'il faut vraiment aller consulter. Ensuite, il y a, dans cet acheminement pour aller vers la candidature, il faut aussi, vous pouvez vous emparer de la plateforme PAL. C'est la plateforme européenne pour l'apprentissage tout au long de la vie. Et elle est très utile et, notamment pour s'inspirer sur les thématiques que vous voulez travailler, mais aussi pour faire la recherche des partenaires. Et elle est gratuite, il n'y a pas de pub, les données sont sécurisées. Et c'est vraiment un outil dans lequel, dans ces parcours j'explore, j'ai une idée, je développe mon idée et je candidate, vraiment à l'utiliser en appui. Et enfin, bah, toute cette information qu'on vient de vous dire, hein, parce que vous avez reçu pas mal d'informations concernant un programme européen, et toute cette information est disponible sur les sites institutionnels de l'agence et Erasmus+, éducation formation, et aussi sur la plateforme Mon Projet Erasmus+, c'est la plateforme qui est dédiée aux candidats et aux bénéficiaires. Et pour faire les points agenda, en fait, je vais vous mettre dans les chats le lien d'inscription et de la session des questions-réponses qu'on anime la semaine prochaine, jeudi, et jeudi 22 à 13h30. Vous êtes les bienvenus si vous savez ces créneaux disponibles. Et dans ces points agenda aussi, je vous mets dans les chats donc, la session d'information générale qui est prévue pour le 1er juillet et un horaire un peu particulier parce que cette fois-ci, elle a été adaptée pour les 16 structures qui sont en Outre-mer. Donc, ça va être
entre 19h et 20h. Et vous êtes les bienvenus également. Et, et en fait, bah, toutes ces informations, notamment, vous les savez, et dans les sites, dans la page qui est dédiée au secteur de l'éducation des adultes, dans ces parcours qui est fait en bloc, et pour vous aider vraiment à vous accompagner dans, dans votre idée de projet jusqu'à la candidature. Et on est arrivé à la fin de cette partie théorique. Et maintenant, on peut ouvrir les micros, Naïma et Tiffaine. Et voilà, s'il y a des questions, bah, on peut répondre. Et c'est le moment d'échange. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour que je vous donne la parole. Il y en a en tout cas une dans le chat. Quelqu'un qui a demandé des infos sur les dates. Israël, tu as commencé à répondre. Mais est-ce que tu as vu la question? Existe-t-il un calendrier pour déposer un projet? Ou est-ce que c'est possible tout au long de l'année? Et en fait, ce sont des appels à proposition. Et là, pour l'appel à proposition 2025, bah, on est à la fin de cet appel. Et comme j'avais évoqué, en fait, il y a un mode de financement, enfin, un mode d'accès au financement des mobilités, que c'est l'accréditation. Et bah, l'accréditation, bah, c'est c'est un projet je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on a des sessions qui sont dédiées à ça, mais c'est vraiment un outil pour entrer dans la programmation, vraiment pour donner une dimension européenne, donc vraiment pour inscrire Erasmus Plus dans les stratégies et pluriannuelles des structures. Et là, c'est le 1er octobre, la date fin du dépôt. Et en novembre, on va recevoir, il va être publié les nouveaux appels à proposition avec la sortie du guide. Il y en aura à nouveau la cadence des dépôts. Normalement, c'est les mois de février pour les mobilités, les mois de mars pour les projets de coopération et les mois d'octobre pour l'accréditation. Merci, c'est très clair. Il y avait une autre question sur une plateforme pour échanger avec des partenaires potentiels. Tu as répondu à cette question, Israël, en présentant EPAL. Tu as aussi parlé des réseaux européens. Du coup, j'en profite aussi pour dire que la FAS est adhérente à 2 réseaux européens qui sont la FEANSA et EAPN. Et en passant par moi ou directement sur les sites internet, vous pouvez trouver d'autres associations semblables aux vôtres au niveau européen. En tout cas, moi, n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un partenaire. Je peux essayer de vous aider à l'identifier s'il n'est pas sur la plateforme EPAL, par exemple. Alors, si je peux me permettre, donc moi, Israël a pris contact avec moi pour que je puisse témoigner un petit peu de notre parcours. Et donc, du coup, je voulais rajouter un peu plus d'éléments. Alors, juste dire que moi, j'étais absolument novice. Je ne maîtrisais absolument rien d'Erasmus+, etc. C'était pas, voilà, je n'avais aucune compétence pour remplir un dossier, pour faire ce qui était demandé. Et je veux juste vous dire aux personnes qui ne se sont pas encore lancées, mais qui potentiellement seraient intéressées, qu'on est vraiment, vraiment très bien accompagnés. Tant au départ, c'est-à-dire dans la demande, que après, parce qu'après il y a une restitution à faire, hein, ce qui est bien normal, et même voilà, une fois qu'on a bouclé notre projet, qu'il faut le restituer, on ne sait pas trop comment remplir nos cases. Bon, je parle de façon très simple, hein, mais on peut solliciter. Il y a une réelle réactivité et une vraie volonté d'aidance pour que nos projets puissent au départ aboutir et au final être bien bouclés et voilà, et qu'on soit satisfait du travail fait ensemble. Voilà. Donc je voulais juste témoigner de ça parce que c'est vrai que
Il me semble que c'est Madame Duprat qui disait au départ, ça peut faire peur. Parce que c'est un dossier, parce que c'est Erasmus+, parce que c'est européen, parce que voilà. Euh, si vraiment vous êtes motivé pour lancer un projet, vraiment, il y a un véritable accompagnement et n'hésitez pas parce que c'est pas si compliqué que ça finalement. Et ça apporte beaucoup. Voilà. Donc, je me permets de vous dire ça et je me permets aussi de vous dire au revoir parce que là, il faut vraiment que j'y aille. Je suis désolée, mais j'ai une réunion qui va commencer dans 5 minutes. Donc, merci beaucoup et puis plein de bonnes choses pour ceux qui veulent se lancer. Merci beaucoup, Marilène, vraiment de ton témoignage et de ton partage. À bientôt. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres questions-réponses qui ont été directement répondues dans la session questions-réponses. Est-ce Juste, qu'il y a... moi, je voulais juste préciser qu'on paye pas les témoins. Pas nous. C'était purement spontané. Rien demandé. Non, mais c'est vrai que c'est important pour nous sur ce secteur en fait qui est éducation des adultes, hein, qui est un petit peu hors norme et pour lequel en fait le programme, enfin le programme, il est vraiment construit pour tous les secteurs formels qui sont les plus financés, les étudiants, les élèves, tout le volet formel en fait de l'éducation. Et en fait, c'est pas évident de s'en saisir quand on n'est pas dans ce secteur-là. Et pourtant, il y a vraiment tellement d'opportunités c'est vraiment un outil pour vous et donc on sait, en fait, à quel point c'est complexe de se lancer. Donc on essaie évidemment de simplifier au maximum les choses, de faire remonter aussi les nécessités de simplification à la Commission européenne. Qui voilà, mais bon, on a cet objet qui est pour 32 pays, donc on essaie de faciliter les choses et les collègues, une fois que vous êtes en financés, bah, c'est pareil, ils sont dans la même dynamique. On sait que c'est pas évident. Voilà et c'est pas tout rose, hein. Il y a des moments où c'est difficile et où il y a des il y a des moments de découragement aussi, notamment juste avant le dépôt de la candidature. On le sait. Voilà, donc voilà, mais ça fait partie de la vie d'un projet et de n'importe quel projet, en fait, hein. Alors, et pas d'autres questions? J'ai pas l'impression. Bah, c'est qu'on a été hyper clair. Ou que tout le monde meurt de faim. Quelqu'un confirme, tout était très clair. Bon, Et Bah, de toute façon, on peut se retrouver ultérieurement s'il y a besoin de se rafraîchir la mémoire à nouveau, aucun problème. Israël vous a mis les dates, les prochaines dates alors de webinaires d'information. Et puis après, il y a les webinaires vraiment de préparation au dépôt de la demande de financement, mais là, qui arrivent plus tard, puisque effectivement, l'appel à proposition côté éducation des adultes est bien bouclé, hein. Après, par exemple, côté jeunesse, il y a toujours des dates, hein, de dépôt de candidature. Donc c'est pour ça, en fonction du secteur sur lequel vous positionnez votre projet, il peut y avoir d'autres opportunités. Donc il faut, voilà, faut être assez clair là-dessus. Mais voilà, donc on vous emmène petit à petit jusqu'à l'appel à proposition 2026, voilà, qui arrive mi-novembre. Et on va vous envoyer un email avec tous les liens qui ont été mis, avec le PowerPoint et les liens qui ont été mis dans le chat, notamment là, les prochains rendez-vous. Et puis ce sera en replay si vous voulez partager ça, cette petite réunion à vos collègues. et Ouais, je me permets, Tiffaine, de mettre une petite enquête et le lien Tout d'une à fait. petite enquête justement pour avoir votre retour et par rapport à l'intervention elle est anonyme et ça va nous aider toujours dans une démarche d'amélioration à prendre en considération vos retours. Et pour ma part, en tout cas, merci beaucoup. J'étais vraiment à l'aise. Et Tiffaine, Estelle, Tiffaine Rouget Naïma et Marie Lopez, ça a été pour moi tout un plaisir vraiment de co-animer cette session et je reste avec les autres collègues et à l'attente pour vous accompagner.
Merci Alors juste, beaucoup. je vois qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver là. Ah, oula, Vite, ça va se terminer, vite, j'envoie ma question. Alors, puisqu'il reste encore 6 minutes, on peut y répondre peut-être, non? oui, bon, allez. On peut ou on peut pas? Merci. Si on peut. Alors, Ceux qui doivent première, partir se sentent libres de partir, ne oui, vous voilà. inquiétez pas. Donc, si on a la chance d'être sur Bordeaux, peut-on prendre rendez-vous dans les bureaux d'Erasmus? Alors, malheureusement, non. On ne reçoit pas de public. On ne peut pas, en fait, pour des raisons d'équité de traitement, tout simplement, hein, c'est pour vous donner l'explication. Par contre, on fait du bilatéral en visio sans aucun problème. Voilà, on s'organise des temps de visio et il n'y a pas de... Il n'y a pas de joker, en fait, on peut en organiser plusieurs si vous avez besoin. Voilà, c'est à la demande. Quand on est parti à vous suivre et à vous accompagner, on essaie de le faire jusqu'au bout. Voilà, donc en fonction, c'est Israël, c'est Hélène, que vous n'avez pas la chance de voir aujourd'hui, mais que vous verrez probablement à un moment donné de votre parcours, ou moi. Donc voilà. Donc on s'arrange toujours pour qu'il y ait quelqu'un de disponible. Pour la partie jeunesse, quelle deadline? On ne les connaît pas toutes par cœur, donc on vous propose d'aller voir sur le site de l'agence Jeunesse et Sport pour le coup. Il y en avait une au printemps là, mais j'avoue que j'ai mangé la date. Et surtout sur le type de financement, en fait, il faut aller voir quel type de financement est ouvert. Et ce qui est sûr, c'est que sur les partenariats, au mois d'octobre, vous pouvez déposer une demande de financement sur jeunesse. Voilà. Donc là, hop, est-ce qu'on met là peut-être le lien vers le site de l'agence, des collègues de l'agence jeunesse, peut-être? Ça peut Ouais, être pas mal je dans le suis, chat. c'est en cours. C'est en cours, ça Ok, va je vais arriver. chercher moi aussi. Voilà, une moyenne de nombre de dossiers retenus et financés. Ça, c'est hyper compliqué de vous donner une réponse précise parce que ça dépend du type de financement. Alors, si vous déposez une demande de financement sur un projet de mobilité de courte durée, si vous déposez un partenariat simplifié, par contre, sachez que tous les résultats de sélection sont transparents et accessibles. Donc, vous pouvez vous-même aller voir, hein, télécharger la liste Excel et regarder en fonction du type de financement qui vous intéresse. C'est sur le site Mon projet Erasmus. Donc là, c'est pareil, on va vous mettre le lien Mm. vers la page résultats. Et en fait, vous avez tous les résultats sont publiés en fait, hein. C'est transparent, c'est normal, c'est de l'argent public. Voilà, on a fait le tour. Ouais, Ah oui, j'ai c'est dans le répondu à chat, tout. voilà. Ouais, voilà. Tout a été répondu, il me semble. Donc c'est tout bon. Eh bien, merci à tous et toutes là, dans les participants et merci à vous les panélistes, les intervenants. Particulièrement, je me permets de remercier du coup nos adhérents Tiffaine Rougier et Marie, de la Fondation Aramel du Salut et Marilène de Altea Cabestan qui ont pris le temps de témoigner concrètement de ce que préparer un projet Erasmus+ ou en vivre un leur a apporté. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Et on vous dit à très bientôt, on espère. Et merci encore pour l'organisation de ce webinaire. Voilà, c'est toujours une chance d'être avec vous sur ces Mais petits moments. merci de votre pédagogie, Estelle et Israël. À Au bientôt. revoir, À bonne Au bientôt. journée. revoir. Au revoir, bonne journée.